Top et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode du Jimbonostic et pronostic de Jimbo pour SummerSlam 2020. Vous êtes prêts? Que le show commence! Alors déjà, SummerSlam, l'un des Big Four, le plus grand show de l'été, et aussi on peut dire cette année le show des mystères. Parce qu'en effet, la WWE et principalement Vince McMahon avait exprimé sa volonté de ne pas produire SummerSlam au Performance Center. Déjà, voilà, on sait que ça lui a fait extrêmement mal au cœur d'organiser son petit bébé WrestleMania au Performance Center suite à la crise du coronavirus. Mais comme on le sait, voilà, il n'avait pas le choix. Passer d'un stade de 80 à 90 000 personnes minimum à un Performance Center où il n'y a personne, ça a dû lui faire très mal au cœur. Et donc au final, il n'a pas voulu faire la même chose pour SummerSlam. Donc on a eu beaucoup de rumeurs par rapport au déroulement de SummerSlam. On a eu déjà SummerSlam qui aurait pu être organisé sur une plage ou sur un bateau. Franchement, les deux idées auraient été pas mal, mais je pensais principalement sur le bateau. Parce qu'en effet, on aurait pu avoir des matchs assez sympas, par exemple des Last Man Standing match ou encore des Walk Out Anywhere match où tout simplement on voit les catcheurs ou encore les catcheuses qui iraient aux quatre coins du bateau, comme par exemple je sais pas moi, par exemple les salles de l'équipage, il y a ça des machines ou encore la cabine du capitaine, pourquoi pas, ça aurait pu être une idée assez sympa. Mais ces derniers temps, la WWE nous a informé de deux bonnes nouvelles. Donc je commence par la première, c'est-à-dire que les shows ne seront plus enregistrés. En effet, comme vous avez pu remarquer, depuis un bon moment, Raw, SmackDown, NXT par exemple sont enregistrés. Donc à WWE font des sessions d'enregistrement, donc ils doivent faire 2 à 3 épisodes de Raw, SmackDown, NXT. Et après, ils laissent passer donc les 2-3 semaines et ils remettent ça. Donc maintenant, ça va être terminé, les shows vont redevenir en direct. Et en plus, ça me permet de passer aussitôt à la deuxième bonne nouvelle, car la WWE ne produira plus Raw, SmackDown ou encore NXT. NXT, je suis pas forcément sûr, mais Raw et SmackDown, je suis sûr à 100%, ils ne les produiront plus au Performance Center. Ils vont les produire au Hawaii Center. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que cette salle, tapez Royal Rumble 2016 sur YouTube, c'est la salle qui a accueilli le Rumble. Et pour être honnête, je suis heureux. Bien sûr, tout le monde s'attendait à déserter le Performance Center, ça veut dire retour du public. Et bah non, il n'y aura pas de retour physique du public, mais il y aura un retour du public de manière complètement virtuelle. Donc, je vous explique. Donc la WWE va mettre dans le public des écrans de télévision et des fans pourront assister au show par intermédiaire donc des écrans. Donc on aura plus ou moins un public virtuel, mais au moins du vrai public, pas du public qu'on a eu au Performance Center qui est constitué principalement des catcheurs qui s'entraînent au Performance Center ou encore des superstars de NXT. Parce que pour moi personnellement, c'était pas le vrai public. Pour moi, je voyais tous les bouts, les You-Sox, la joie, c'était superficiel pour moi. Et pour moi personnellement, bah ça rendait pas les matchs meilleurs. Bien au contraire, je trouvais que ça les démolissait encore plus. Et pour moi, voilà, le retour du public va peut-être produire donc des matchs encore meilleurs qu'ils ne sont sur le papier. Mais sur ce, on commence la carte du show. Donc là, je tiens à préciser que dans cette vidéo, vous allez avoir des petites reviews de Raw parce que comme vous avez pu remarquer, je n'ai pas fait de review de Raw cette semaine. Je suis désolé parce que comme j'avais expliqué dans ma review de SmackDown, j'avais un nouveau travail et donc j'ai pas eu forcément le temps de préparer une vidéo. J'ai regardé Raw, mais je n'ai pas eu le temps de faire une review, donc au final vous allez avoir une review bref de Raw dans cet épisode du Jimbonostic en fonction des rivalités. Donc on va avoir ça par exemple pour tous les matchs de Raw, donc c'est-à-dire le match
entre les Street Profits, Angel Garza et Andrade. Le match pour le titre de Raw et de SmackDown du côté féminin. Le match de la WWE, le titre des États-Unis, Dominic contre Seth Rollins. Mais je tiens à préciser que voilà, c'est vraiment un caractère exceptionnel car sur la chaîne, je vais reprendre les reviews au fur et à mesure. Donc là, vous allez avoir le Jimbo Gnostic, vous allez avoir la review de SmackDown et la review de SummerSlam. Donc ne vous inquiétez pas, tout va revenir dans le bon ordre. Donc premier match, le match que j'attends le moins, le match Sonya Deville contre Mandy Rose. C'est un match Air versus Air match. Franchement, comme je le dis, c'est pas le match que j'attends le plus. Et franchement, je me demande pourquoi la WWE a mis en place cette rivalité. Parce que pour moi, cette rivalité, elle était bien quand il y avait Otis et Dolph Ziggler en parallèle qui faisaient vraiment le couple qu'on a de Otis et Mandy Rose contre le couple Sonya Deville et Dolph Ziggler. Donc maintenant que Dolph Ziggler est à Raw, je ne vois pas pourquoi la WWE ont continué cette rivalité. Et en plus dans un match cheveux contre cheveux. Donc ça veut dire que la règle, c'est que la perdante devra se raser la tête. Personnellement, je ne pense pas qu'à WWE vont faire cette règle-là. Je pense que ça va être, la perdante va se faire couper les cheveux. Pas rasé, parce que on a eu des matchs cheveux contre cheveux, mais plus du côté masculin où vraiment voilà, se faire raser la tête, c'est pas gênant. Il y en a eu des catcheurs qui ont perdu comme ça. On a eu à WrestleMania il y a quelques années Donald Trump et Vince McMahon qui avaient mis en jeu leurs cheveux. C'était un match cheveux contre cheveux où c'était Bobby Lashley d'un côté, c'était Umaga de l'autre et c'était Vince McMahon qui a perdu et on l'a vu se raser en direct. Mais sur un homme, c'est pas gênant. Mais sur une femme, j'aurais un peu de mal. Mais personnellement, je vais pronostiquer Mandy Rose gagnante de ce match. Parce que pour moi, Mandy Rose a besoin d'une victoire pour dire à tous ceux qui la détestent de dire voilà, je suis à la WWE, pas parce que j'ai gagné un concours, pas parce que voilà, j'ai un beau visage, un beau corps, mais parce que je le mérite. Et une victoire contre Sonya Deville est importante pour Mandy Rose. Donc là on passe au deuxième match, la première défense de titre, le champion des États-Unis Apollo Crews face à MVP. Donc là personnellement j'étais pas vraiment fan de ce match au début, mais au fur et à mesure que la rivalité a avancé, j'ai commencé à apprécier. J'ai surtout aimé le rôle de MVP. MVP, comme pour information, a signé un nouveau contrat à la WWE où ça y est, il est un catcheur à temps plein. Parce qu'en effet, j'explique, il est revenu au Royal Rumble 2020, il a fait un match au lendemain et il avait expliqué que ce match était le dernier, mais qu'il serait présent à la WWE en tant que producteur. Et dans ces dernières semaines, il a signé un nouveau contrat, ce qui explique pourquoi MVP est tout le temps dans le ring et surtout qu'il y a un match face à Apollo Crews alors qu'on aurait pu avoir soit Shelton Benjamin ou encore Bobby Lashley. Mais franchement MVP, je suis heureux qu'il revienne dans le ring parce que moi qui suis à Génération Catch Attack, MVP c'était un catcheur que j'appréciais énormément. Et donc au final, vous revoir dans le ring, surtout pour un titre qui a possédé plus d'une fois, c'est assez génial. Et puis surtout que maintenant MVP est bien positionné, il fait monter beaucoup de catcheurs en puissance, que ce soit les membres de son clan, le Hurt Business, donc avec Bobby Lashley ou Shelton Benjamin, ou même encore les catcheurs qui affrontent. Et là, il affronte Apollo Crews, ça permet de faire monter Apollo Crews en puissance, sachant que Hurt Business est en rivalité avec par exemple Mustafa Ali, Ricochet ou encore Cedric Alexander. Donc pour moi, j'adore cette rivalité de voir MVP qui s'autoproclame champion des États-Unis du fait qu'Apollo Crews n'est pas venu à Extreme Rules, qui continuait à chaque War de s'autoproclamer champion des États-Unis, et que le jour de son match, il perd et après cette défaite, il cherche tous les prétextes pour éviter de perdre en crédibilité et pour défoncer Apollo Crews en le traitant de tricheur. Parce qu'en effet, lors du dernier War, MVP a accusé Apollo Crews d'être le leader du clan Rétribution, car il trouve ça bizarre que comme par hasard, le jour de son match de championnat, Rétribution fait ses débuts et Rétribution commence à faire des dégâts comme par hasard au moment de son match. Donc il accuse vraiment Apollo Crews d'être un tricheur
et qu'à SummerSlam, il va redevenir champion des États-Unis. Et surtout que Apollo Crews a joué sur le camp du Horse Business en les séparant. Parce qu'en effet, on a vu à Raw que Apollo Crews a affronté Shelton Benjamin et il avait mis comme stipulation que s'il battait Shelton Benjamin, Bobby Lashley et Shelton Benjamin seraient bannis des rings. Et donc ça a été le cas, Apollo Crews a gagné. Donc on va avoir vraiment Apollo Crews contre MVP avec aucune intervention du Horse Business. Donc si MVP veut devenir champion des États-Unis, il devra le faire tout seul. Pour moi personnellement, dans ce match, je pronostique un nouveau champion des États-Unis et ce champion sera MVP. Donc je pronostique MVP champion des États-Unis car pour moi MVP il est vraiment positionné là où il faut, c'est-à-dire mettre les jeunes catcheurs en avant et pour moi il faut qu'il devienne champion des États-Unis pour continuer à mettre les jeunes catcheurs en avant, faire continuer à faire monter Apollo Crews, faire monter Mustafa Ali, Ricochet ou encore Cedric Alexander. C'est génial de la part de MVP. Donc là on passe au prochain match. Pour le moment c'est le seul match par équipe parce que au moment où je tourne cette vidéo, SmackDown n'est toujours pas passé. Donc les champions par équipe de Raw, les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford affrontent Andrade et Angel Garza, accompagnés bien sûr par Zelina Vega. Donc franchement, cette rivalité, je la trouve assez sympa de voir que Angel Garza et Andrade sont une très bonne équipe et que là, ils ont l'opportunité de devenir champions par équipe, sachant qu'ils ont obtenu ce droit en battant deux équipes, dont une équipe quand même ancienne championne en le nom des Viking Raiders. Et le fait que on a eu l'empoisonnement de Montez Ford il y a quelques semaines a augmenté l'intensité de la rivalité entre les deux équipes. Et en plus, on a eu des révélations à Raw, car la WWE était en train de vérifier les caméras de surveillance pour voir si Rétribution n'était pas là, voir les enregistrements, et ils ont découvert que c'est Zelina Vega qui a empoisonné Montez Ford il y a quelques semaines. Donc au final, on a une intensité un peu plus élevée parce qu'on a vraiment d'un côté les deux équipes masculines et Bianca Belair et Zelina Vega. Donc je pense qu'il va y avoir des tentatives d'intervention de Zelina Vega, mais on aura quand même Bianca Belair qui sera là pour s'occuper d'elle. Mais moi personnellement, je pronostique les Street Profits toujours champion de Raw. Parce que pour moi, les Street Profits, c'est une équipe que j'apprécie énormément. Je crois même que c'est mon équipe préférée du côté de Raw. C'est une équipe dynamique, assez marrante, surtout en la personne de Montez Ford. Donc pour moi, je ne vois pas Montez Ford et Angelo Dawkins perdre les titres de Raw au profit d'Angel Garza et d'Andrade. Prochain match, donc là c'est un peu plus spécial parce que je vais parler de deux matchs. Il y a deux matchs féminins. Sasha Banks qui défend son titre face à Asuka et Bayley qui défend également son titre face à Asuka. Alors là déjà cette rivalité je l'adore, bien que j'étais pas vraiment d'accord de voir Sasha Banks prendre le titre d'Asuka, mais de voir que bien qu'on a Stephanie McMahon, donc quand même la big boss de la division féminine, qui impose des règles et que Bayley et Sasha Banks parviennent quand même à intervenir malgré les interdictions, donc ils arrivent à contourner les règles de Stephanie McMahon et franchement j'ai bien aimé. Bien que voilà, je déteste leur comportement de tricheuse à chaque fois qu'elles trichent pour conserver leur titre ou gagner des titres, pour moi ça leur donne aucune crédibilité dans leur règne. Mais au final, on voit vraiment que Asuka est dans l'esprit de vengeance car Bayley a démoli Kairi Sane lors de sa défense de titre à Raw. Donc ce qui entraîne vraiment un côté personnel où elle est toute seule contre Bayley et Sasha Banks. Et surtout que voilà, on a vu quand même des petits moments de dissension entre Bayley et Sasha Banks parce que quand même Sasha Banks a quand même envoyé sa meilleure amie au casse-pipe pour que Asuka n'ait pas d'opportunité. Elle a quand même dit, elle a dit si tu veux un match de championnat, tu dois battre ma meilleure amie. Et on a vu que Bayley n'était pas d'accord avec cette idée-là. Et donc au final, on a eu la fameuse bataille royale où moi personnellement j'avais pas pronostiqué Asuka, j'avais pronostiqué quelqu'un d'autre parce que comme on connaissait pas les participantes, mais quand on a vu que Asuka a remporté la bataille royale, je me suis dit oulala, WWE, qu'est-ce que vous allez nous faire? Et franchement j'ai espoir, donc je vais pronostiquer pour les deux matchs Asuka nouvelle championne et Asuka to bear. Donc je vais expliquer comment ça va se dérouler.
Donc comme vous avez vu du côté de Raw, Bayley s'est porté volontaire pour affronter Asuka en première. Et donc je pense que vous avez peut-être deviné que comme on va commencer par Bayley, ils vont enchaîner aussitôt sur un match avec Sasha Banks. Parce qu'on va s'en douter, Bayley ne va pas venir toute seule. On va avoir Sasha Banks aux abords du ring. Donc quand le premier match va terminer, Sasha Banks va potentiellement attaquer Asuka et faire démarrer le match. Donc moi je verrai dans le premier match, donc comme j'ai dit, Asuka qui gagne. Donc Sasha Banks qui vient pour intervenir, mais qu'au final qu'elle se loupe totalement. Au lieu d'aider son ami pour conserver son titre, bah elle va complètement se rater et permettre à Asuka de devenir une nouvelle championne de SmackDown. Et comme j'ai dit, Sasha Banks va intervenir à la fin du match pour lancer au prochain match. Mais je verrai pourquoi pas Bayley qui vient distraire Sasha Banks, qui vient trahir Sasha Banks suite à la bouillette de sa meilleure amie pour permettre à Asuka de remporter le titre de Raw et devenir Asuka to Belt. Franchement, c'est vrai, je suis peut-être un peu farfelu dans mon pronostic. Dites-moi en commentaire si vous seriez d'accord avec moi. Mais moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi la WWE mettrait autant Asuka en avant si c'est pas pour qu'elle marque l'histoire, pour qu'elle devienne la première superstar féminine à battre les deux championnes le même soir en 2 matchs. Bon, je viens de préciser en 2 matchs parce que je vais pas compter Becky Lynch à WrestleMania parce que c'était un triple menace. Et là, Asuka, elle va faire quelque chose que Chris Jericho a fait il y a plusieurs années, car Chris Jericho, le même soir, avait battu dans un premier match The Rock et dans un deuxième match Stone Cold Steve Austin pour réunir les deux titres. Et là, Asuka a l'opportunité de faire la même chose. Donc je ne vois pas pourquoi la WWE mettrait Asuka challengeuse face à Bayley, challengeuse face à Sasha Banks, si c'est pour qu'elle ne gagne pas les deux, je ne vois pas l'intérêt. Et en plus, je pense qu'on peut peut-être avoir une petite intervention au profit d'Asuka en la personne de Shayna Baszler. Parce que comme vous avez pu remarquer lors de dernier War, Shayna Baszler s'est positionnée dans le camp de Asuka parce qu'elle n'a pas supporté que Sasha Banks vienne lui passer sous le nez pour prendre le titre de War. Donc, je verrais peut-être pourquoi pas Shayna Baszler intervenir pour permettre à Asuka de se venger de Sasha Banks et devenir championne également. Donc oui, ça va être que des interventions, mais faut s'y attendre. Et franchement, et puis surtout, on a Payback. Et la WWE nous a confirmé que une semaine après SummerSlam, on aura Payback. Et pour le moment, on n'a qu'un seul match de confirmer, c'est que Bayley et Sasha Banks vont défendre leur titre de championne par équipe. Donc, on sait pas contre qui, mais moi, je ferais bien, pourquoi pas, Asuka et Shayna Baszler en équipe pour affronter Bayley et Sasha Banks, pourquoi pas, et qu'elles viennent les battre. On voit vraiment en une semaine Bayley et Sasha Banks qui ont l'or, qui ont tous les titres, et que du jour au lendemain, elles n'ont plus rien, elles n'ont plus que les yeux pour pleurer, et qu'on ait enfin l'éclosion de la rivalité entre Bayley et Sasha Banks, une rivalité que j'attends depuis des mois. Donc pour moi personnellement, je pense que c'est maintenant ou jamais de voir cette dissension entre les deux catcheuses. Donc là, il nous reste plus que 3 matchs et ce sont les 3 matchs que j'attends le plus à SummerSlam. Donc on commence par Seth Rollins contre Dominic Mysterio dans un street fight. Franchement, j'adore cette rivalité. Au début, j'avais un peu de mal avec la gimmick du Messiah du côté de Seth Rollins, mais petit à petit, on voit vraiment que la gimmick du Messiah va très bien à Seth Rollins, où on voit que durant la rivalité, Seth Rollins se justifie en disant que voilà, il a laissé choix à tout le monde, il a laissé choix à Samoa Joe, à Kevin Owens, Rey Mysterio, à tout le monde, mais tout le monde lui ont mis des bâtons dans les roues, alors qu'il n'est là que pour une chose, pour remonter le niveau de Raw, car lui seul peut le faire, il le dit lui-même, et il le dit aussi, qui est le seul à ne pas avoir eu le choix. Et franchement, j'adore cette rivalité, sachant que voilà, le dernier SummerSlam que Dominic était présent, c'était il y a 15 ans. Il voyait son père affronter le légendaire Eddie Guerrero et l'enjeu était la garde de Dominic. Donc imaginez 15 ans plus tard, c'est Dominic qui est dans un ring pour son premier match officiel à la WWE. C'est son premier match. Bien que depuis quelques mois, on a vu ça du côté des Survivor Series, Dominic était de plus en plus impliqué dans les rivalités. On l'a vu au Survivor Series travailler avec son père à faire un double 619, à faire des splashs.
mais il n'a jamais combattu de manière officielle. Et là, c'est ce qu'on va avoir. Il va avoir son premier match officiel contre celui qu'on dit le meilleur catcheur de sa génération, Seth Rollins. Et on voit vraiment que Seth Rollins est confiant. Il va même jusqu'à autoriser Dominic à avoir toutes les armes, à faire ce qu'il veut, car il sait qu'il va battre Dominic en moins de 10 secondes. Mais ça a évolué, ça s'est transformé en street fight, donc ça veut dire que tous les coups seront permis, il n'y aura aucune disqualification, aucune décompte à l'extérieur. Le seul moyen de gagner, c'est par tomber ou soumission dans le ring. Et en plus, on a regardé Raw, Rey Mysterio a confirmé qu'il sera présent à SummerSlam au coin de son fils. Donc on peut vraiment dire qu'il y a de l'intensité dans cette rivalité. Et comme on le sait, on va s'attendre à des interventions. Rey Mysterio et Murphy ne vont pas rester bras croisés en attendant que Dominic et Seth Rollins finissent leur match. Ils vont intervenir. Et moi, je vois trop Seth Rollins se retrouver tout seul face à Rey Mysterio et Dominic qui vont s'acharner. Pourquoi pas voir Seth Rollins dans la même position que Dominic a eu il y a 2 semaines. C'est-à-dire être pris dans les cordes à la façon d'André le Géant et qu'on a Dominic et Rey Mysterio qui s'acharne sur Seth Rollins à coup de kendo stick. Pourquoi pas? Le coup de la vengeance, parce que ce sera enfin la vengeance de la famille Rey Mysterio pour tout ce que Seth Rollins a fait à leur famille et à leurs amis. Et franchement, j'attends ça avec impatience. Donc je pronostique Dominic Mysterio vainqueur de ce match. Franchement, je suis à fond sur ce match. Donc là, on passe à l'avant-dernier match. Il y a un des 2 matchs pour les titres mondiaux, dont je vais commencer par le championnat universel. Le monstre Braun Strowman affronte The Fiend de Bray Wyatt. Franchement, c'est extrêmement rare que je suis fan de tous les matchs, de majoritairement tous les matchs de championnat, mais là c'est le cas. Et puis surtout celui-là, il met vraiment la barre très haut, car c'est vraiment une rivalité. Certes, on peut dire qu'elle dure depuis un moment, mais c'est contre Bray Wyatt, donc il fallait s'y attendre. À l'acte 3, on a eu face à Bray Wyatt, animateur du Firefly Funhouse à Money in the Bank. On a eu Bray Wyatt, le mangeur de monde à Extreme Rules, donc fallait s'y attendre qu'on aurait The Fiend Bray Wyatt qui va tenter de redevenir champion. Et franchement, j'adore le thème de Bray Wyatt, où voilà, on nous présente le marais de la famille Wyatt en disant que quand tu rentres dedans, tu laisses toujours une partie de toi là-bas, et quand tu ressors de ces marécages, tu n'es plus le même. Et c'est le cas, car Bray Wyatt est ressorti en tant que The Fiend. Il a laissé le mangeur de monde dans ces marécages, et Braun Strowman a laissé tomber donc son image qu'il avait à l'heure actuelle, donc monstre parmi les hommes, et revenir en tant que monstre que vouait Bray Wyatt, le monstre que devait être Braun Strowman, donc avec son crâne rasé, etc. Et franchement, j'adore, parce qu'on voit vraiment que c'est une bête assoiffée de sang qui veut qu'une seule chose, c'est Bray Wyatt, c'est The Fiend. Il s'en fout de tout le reste. On l'a vu avec Alexa Bliss qui lui a dit, voilà, fais ce que tu veux d'Alexa Bliss, je m'en contrefiche. Et franchement, l'utilisation d'Alexa Bliss dans cette rivalité, j'adore à fond. De voir que The Fiend Bray Wyatt tente d'utiliser Alexa Bliss pour atteindre Braun Strowman, parce que lors de l'interview d'Alexa Bliss, Alexa Bliss a dit que c'était une très grande amitié entre les deux et que ça pourrait même aller plus loin. Et on a eu quand même une image assez choquante de voir que Alexa Bliss a quand même réussi à calmer et à toucher The Fiend. Donc moi personnellement, j'ai une petite théorie par rapport à ça. Dites-moi en commentaire si vous seriez d'accord avec cette théorie. C'est parti. Donc moi, je verrais bien cette théorie par rapport au Wyatt Swamp match qu'on a eu à Extreme Rules. Parce qu'on a vu la silhouette de Sister Abigail qui avait le visage d'Alexa Bliss. Donc on peut supposer que Alexa Bliss aurait plus ou moins en elle l'esprit de Sister Abigail. Et Sister Abigail serait la seule à pouvoir contrôler, maîtriser The Fiend. Donc, peut-être que d'une manière indirecte, Alexa Bliss a réussi à calmer The Fiend, à l'arrêter grâce à Sister Abigail. C'est peut-être une théorie qui paraît un peu farfelue, mais pour moi, elle me semble un peu logique. Parce qu'au final, The Fiend a attaqué une deuxième fois, mais il a tenté une deuxième fois, mais il n'a pas réussi. Donc pour moi, je suis assez curieux de voir ça et de voir comment ça va se dérouler lors de SummerSlam. Mais on passe au pronostic. Je pronostique The Fiend, nouveau champion
universel de la WWE. Parce que pour moi, The Fiend doit récupérer ce titre universel. Parce que pour moi, The Fiend a perdu tellement de pouvoir suite à malheureusement sa défaite au Super Showdown face à Goldberg. Et il commence petit à petit à récupérer des pouvoirs en passant par une victoire face à John Cena lors du Firefly Funhouse. Et cette rivalité face à Braun Strowman lui fait gagner encore plus de pouvoir. Et pour qu'il soit au maximum de ses pouvoirs diaboliques, il doit récupérer le titre universel des mains du monstre Braun Strowman. Mais bien sûr, on va pas s'en douter, Braun Strowman ne va pas se laisser faire maintenant qu'il est le monstre, il va tout faire pour détruire The Fiend. Mais moi, je vois un The Fiend beaucoup trop fort qui se relève de plusieurs power things comme s'il ne rien n'était. Mandible Claw, 1, 2, 3, terminé. The Fiend, nouveau champion universel. Donc là, on passe au dernier match de la soirée. Le champion de la WWE, Drew McIntyre, défend son titre face au tueur de légende, Randy Orton. Donc pour moi, personnellement, j'adore aussi cette rivalité parce que pour moi, pour avoir un champion crédible, il faut des adversaires crédibles. Donc pour moi, Randy Orton, c'est le top heel du côté de Raw. Donc il y a plus grande menace potentielle pour le titre de Drew McIntyre. Donc le fait de voir champion relève, le fait de le voir challenger au titre de Drew McIntyre représente le plus gros défi de la carrière de Drew McIntyre. Donc pour moi personnellement, j'adore cette rivalité quand on voit que Randy Orton ne pense qu'à une seule chose, il pense qu'au titre de la WWE. Il prétend être le meilleur catcheur de tous les temps, mais pour lui, il lui faut le titre de la WWE pour confirmer ce grade de meilleur catcheur de tous les temps, et il n'hésite pas à utiliser tout le monde. Il s'est mis avec Ric Flair. Ric Flair, il y a viré comme ça d'un seul coup. Il a démoli Edge, Christian, Big Show, tout le monde, toutes les légendes, il les a tous détruits en passant par le dernier Shawn Michaels. Et on voit vraiment que Drew McIntyre n'a qu'une seule idée en tête, c'est de venger toutes ces légendes. Toutes les légendes qui lui ont permis d'aller vers l'avant et de devenir champion de la WWE. Donc pour moi personnellement, j'adore cette rivalité. Bien qu'on a des rumeurs par rapport à ce match, parce qu'en effet, ça faisait des semaines qu'on en parlait. J'en avais même parlé lors de mon dernier Jimbo No Stick, il y avait des rumeurs que Drew McIntyre perdrait son titre de la WWE pour le récupérer au moment du retour du public. Mais comme j'ai expliqué au début de la vidéo, on va avoir le retour des fans de manière virtuelle. Donc est-ce que la WWE va continuer à garder Drew McIntyre champion, ou ils vont garder leur idée de pouvoir donner le titre à Randy Orton pour le redonner à Drew McIntyre plus tard? Ça, on l'ignore totalement parce que la WWE était en train de discuter par rapport à la fin de ce match, comment ça allait se dérouler. Mais moi, personnellement, je pronostique Drew McIntyre champion, toujours champion de la WWE. Parce que pour moi, voilà, Drew McIntyre, bien qu'il s'est fait avoir à plusieurs reprises par Randy Orton, là, il va totalement se venger, il va se déchaîner en bon psychopathe écossais qui est, porter un Claymore Kick venu de nulle part, arracher la tête de Randy Orton et conserver son titre de la WWE. Donc voilà la liste des matchs provisoire de SummerSlam, parce que comme j'ai expliqué, je tourne cette vidéo, SmackDown n'est toujours pas passé, donc on est susceptible d'avoir des nouveaux matchs ajoutés à la carte du show. Donc je vais parler pour moi des potentiels matchs qu'on pourrait avoir en plus. Les champions par équipe de SmackDown, Cesaro et Shinsuke Nakamura, pourraient pourquoi pas défendre leur titre face à Lucha House Party. Parce qu'on l'a vu du côté de SmackDown, la Lucha House Party a piqué les titres donc de Shinsuke Nakamura et de Cesaro durant ce show. Et donc Grand Metalik a affronté Shinsuke Nakamura et il a battu. Et à noter le retour de Kalisto. Donc on peut avoir potentiellement Lucha House Party qui peut obtenir une opportunité pour affronter Nakamura et Cesaro. Mais si on a vraiment ce match, je pronostiquerai quand même Shinsuke Nakamura et Cesaro, parce que je ne vois pas la WWE faire monter Shinsuke Nakamura et Cesaro aussi fort, alors qu'au final, ils perdent leur titre quasiment à peine un mois plus tard face à la Lucha House Party. Et deuxième match que je verrai bien, j'espère qu'ils vont le mettre quand même. Il s'agit du match pour le titre intercontinental entre AJ Styles et Jeff Hardy. Parce que pour moi, personnellement, ils l'ont mis à SmackDown, mais j'espère sincèrement qu'ils vont peut-être le garder à SmackDown, mais qu'on aura peut-être un deuxième match du côté de SummerSlam. Parce que pour moi, voilà, un match AJ Styles contre Jeff Hardy, c'est un match de rêve, donc ne mettez pas à SmackDown, mettez-le à SummerSlam. Sachant que voilà, on va avoir le retour du public de manière virtuelle, donc on va avoir les fans virtuels qui vont être
de manière qui vont être explosifs. Donc au final, ça peut faire un beau match. Donc si jamais ils nous remettent ce deuxième match, franchement, j'achète à fond. Mais je ne peux pas pronostiquer de vainqueur pour SummerSlam parce que on n'a pas le match du côté de SmackDown, donc on ne peut pas savoir. On peut très bien avoir Jeff Hardy qui vienne à battre AJ Styles du côté de SmackDown et AJ Styles qui pète un câble, il veut avoir son match revanche à SummerSlam. Tout peut arriver, donc c'est vraiment un match que je pronostique absolument pas. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc bien sûr, si vous voulez donnez vos pronostics en commentaire, n'hésitez absolument pas, je suis ouvert à toutes les pronostics qui peuvent y avoir parce que ce que j'adore dans le catch, c'est que le catch n'est pas du tout objectif. Donc si ça se trouve, vous allez avoir des avis qui vont être similaires aux miens ou des avis totalement opposés. Si ça se trouve, les matchs de Asuka, vous allez me dire ouais mais Asuka elle va perdre les 2 matchs ou tout simplement gagner 1 sur 2. Et c'est ce que je kiffe dans le catch, c'est qu'il y a toujours manière à discussion. Donc n'hésitez pas à poser vos pronostics en commentaire. Je vais les regarder et je vais vous répondre. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés encore à la chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et puis surtout, soyez fiers d'être fan de catch. Et à suite au prochain épisode. C'était Jimbo, ciao bye bye.